Pierre Largy, il a été d'abord instituteur, puis instituteur spécialisé, ce qui fait qu'il a finalement conduit tout son ensemble de recherches, une fois qu'il a été maître de conf, puis professeur dans différentes universités, directeur d'équipe de recherche, directeur de l'ESP. Bon, on va faire ça, ouais, voilà, en si peu de temps, ça m'étonne. Bon, c'est quelque chose qui l'a toujours préoccupé, la question de savoir comment les enfants rentraient dans les apprentissages. Et pour les enfants qui n'arrivaient pas à installer ces apprentissages fondamentaux, quelles en étaient les raisons, comment on pouvait les aider, etc. Pierre, est-ce que j'ai bien résumé ? Voilà. Et donc, on s'est rencontrés à un colloque l'année dernière à Toulouse. Et lorsqu'il m'a dit qu'il ne connaissait pas la Corse, je me suis dit, mais on a absolument besoin, il me semble, hein, surtout pour les étudiants de sciences de l'éducation, mais pas que, pour le grand public, de connaître un petit peu plus de ces travaux. Voilà. Donc, on est ravis de t'accueillir. Et par un très beau temps, contrairement à ce que j'ai annoncé. Voilà. Je te laisse la parole. Merci. Merci. Bien, à mon tour, je vais commencer par remercier Claude de Vichy de sa très gentille invitation. Je connaissais ses travaux parce qu'effectivement, ce sont des travaux conduits dans le champ qui m'intéressent de l'acquisition de connaissances dans le domaine de l'écrit. Et je suis ravi aussi de découvrir la Corse à cette occasion, physiquement, en m'y rendant. Je vais donc vous présenter un point de vue sur la façon dont les enfants acquièrent des connaissances. Et puisqu'on ne peut pas étudier cette question d'une manière très générale, je vais essayer de vous présenter un point de vue sur la façon dont les enfants acquièrent des connaissances dans le domaine du langage écrit. Sous ces deux versants, apprendre à comprendre l'écrit, apprendre à lire, et apprendre à produire l'écrit, apprendre à rédiger, d'une certaine manière. Comme vous l'a dit Claude, j'ai un parcours instituteur spécialisé, et je me suis d'abord intéressé à la façon dont les enfants apprenaient l'orthographe, et notamment apprenaient à marquer le pluriel. C'est quelque chose d'assez basique, assez élémentaire, mais c'est souvent en se focalisant sur des règles simples qu'on essaie de comprendre le processus mobilisé par ceux qui doivent acquérir de telles habiletés. J'y reviendrai peut-être à travers des questions, mais je vais privilégier peut-être une entrée aussi sur la lecture. Mais je ferai des liens avec la production écrite, parce que ce sont deux apprentissages qui sont intimement liés. On le voit d'ailleurs chez des enfants qui ont des difficultés pour entrer dans la lecture. Il n'est pas rare qu'ils aient aussi conjointement des difficultés dans le domaine de l'orthographe. Alors, ce qui m'intéresse aussi, ce sont les échanges que nous aurons à l'issue de ma présentation. Et comme je le dis, c'est un point de vue sur la façon dont l'enfant apprend. Alors, se poser la question de l'acquisition de la maîtrise de l'écrit, de mon point de vue, c'est une question qui se justifie au sens où, comme vous le savez, apprendre à lire, apprendre à écrire, apprendre à lire en particulier, c'est ce qui va conditionner les études d'un enfant. Au sens où, quelle que soit la matière, mathématiques, géographie, dès lors qu'on lui donnera un énoncé de quelques lignes, s'il ne sait pas décoder, comprendre ces quelques lignes, il sera jugé comme en difficulté dans la matière considérée. C'est en ça qu'on considère que c'est un apprentissage transversal, un apprentissage fondamental, et on peut comprendre qu'on essaie de mettre l'accent sur cet apprentissage chez les élèves. Apprendre à écrire et à lire, c'est un apprentissage qui prend du temps. Apprendre à écrire, c'est quelque chose qui reste des fois une situation que l'on discute encore au collège, parfois même au-delà. Parfois, on peut même s'interroger sur l'écrit de nos étudiants. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui s'apprend dans le temps. Et puis, ce qui m'a aussi interrogé, ce qui interroge d'autres chercheurs, c'est le fait que certains enfants ne parviennent pas à entrer dans ces apprentissages fondamentaux. Alors, le nombre diffère selon ce que l'on appelle des troubles des apprentissages. Ce n'est pas la question du nombre qui importe, hein, le fait qu'il y en ait quelques-uns suffit à nous interroger sur les raisons pour lesquelles ils ont du mal à acquérir ces habiletés, alors qu'ils sont d'une intelligence normale, voire parfois supérieure à la normale. Donc c'est assez intriguant pour un chercheur. Et le chercheur apprend aussi beaucoup en étudiant les situations où les gens rencontrent des difficultés.
On apprend en étudiant le sujet dit normal, tout venant, mais on apprend aussi beaucoup en étudiant les difficultés rencontrées par certains apprenants. Pourquoi l'apprentissage de l'écrit est-il un apprentissage qui prend du temps? De manière assez triviale, c'est parce que c'est difficile, parce que c'est un apprentissage qui est complexe. Et à quoi tient cette complexité? Elle tient à différentes choses. Elle tient en partie à la structure de l'outil dont on doit apprendre à faire usage. Cet outil, c'est ce qu'on va appeler le code, la langue. J'interviens parfois à l'ESP de Toulouse et je dis à mes étudiants: quelle idée avez-vous eu de passer le concours pour devenir professeur des écoles de ce côté-ci des Pyrénées? Alors, ils se demandent pourquoi. Et je leur dis que s'ils avaient été professeurs des écoles en Espagne, ils auraient eu moins de difficultés à apprendre à écrire à leurs élèves. On verra en quoi cette remarque peut avoir du sens. Ça tient à la difficulté de l'outil à maîtriser, la langue, et ça tient aussi parfois à certaines particularités du fonctionnement cognitif des apprenants. Voyez-vous, en fait, apprendre à parler, apprendre à écrire, apprendre à lire, apprendre à orthographier, on peut le regarder comme une forme d'interface, d'interaction entre les contraintes, entre la structure d'un outil, sa complexité, et les processus cognitifs dont dispose la personne qui est censée faire usage de cet outil. C'est la rencontre de ces deux contraintes, ces deux systèmes, que je vous propose de regarder ensemble. Alors, il y a deux façons de voir le monde, au moins. Alors, une façon très confortable, c'est de considérer qu'il y a des gens normaux et des gens anormaux sur la planète. Et là, c'est très simple. Du coup, ceux qui n'entrent pas dans les apprentissages sont des anormaux. Et toute la cohorte qui y rentre, normalement, sont les normaux. Les gens qui décrivent ainsi le monde, on les reconnaît notamment par le fait qu'ils se rangent eux-mêmes dans les gens normaux. Une autre option qui est plus optimiste, qui considère que chacun d'entre nous est différent et que certaines de nos particularités cognitives peuvent parfois gêner ou empêcher certains types d'apprentissage, peuvent gêner ou empêcher l'usage d'un outil qui a telle et telle caractéristique. Alors c'est cette option que je vais essayer de défendre devant vous. Voyez-vous, on pourrait dire, je vous regarde attentivement, même si j'ai la lumière dans les yeux, il me semble que nous avons tous en partage, nous avons en commun d'avoir deux yeux. Mais ne doutons pas que d'un individu à l'autre, l'acuité visuelle diffère et d'autres caractéristiques visuelles diffèrent. Sans rien voir cette fois-ci, je peux faire l'inférence que chacun d'entre nous a un cerveau. Ne doutons pas non plus que, de la même façon, chacun de ces cerveaux présente un certain nombre de particularités. Je vais faire un petit sondage, même si nous ne sommes pas très nombreux. Quelles sont parmi vous les personnes qui estiment avoir des difficultés à s'orienter dans l'espace quand on est dans une ville ou dans un endroit nouveau? Levez la main, s'il vous plaît. Celles qui estiment avoir des difficultés à s'orienter dans l'espace. Alors, je n'oserais pas vous dire qu'elles sont toutes de ce côté-là, que je vous démontre, je ne sais quoi, non. Bon, il y en a un certain nombre, j'en fais partie, vous voyez, j'aurais pu lever la main. Et d'autres qui n'ont pas cette difficulté-là. D'autres qui pourraient même ne pas comprendre que vous ayez des difficultés, de telles difficultés à vous orienter dans l'espace. C'était simplement pour illustrer que nos cerveaux puissent être différents sur certaines dimensions. Alors le point de vue que je vais développer est celui de quelqu'un qui conduit ses travaux en psychologie du développement cognitif. Vous auriez eu devant moi un autre psychologue, peut-être plus psychanalyste, il aurait sans doute trouvé d'autres origines possibles aux difficultés que rencontrent certains enfants à entrer dans l'écrit. C'est par correction que je vous dis que le point de vue que je vais développer est celui d'un psychologue du développement cognitif. Psychologue du développement cognitif, c'est quelqu'un qui s'intéresse à la façon dont les enfants acquièrent des connaissances. Ça rencontre une problématique d'enseignement ou de public d'ESP dès lors que je m'intéresse à des connaissances de type scolaire. Alors nous, on va parler de processus. Et je serai amené à vous dire qu'on parvient à distinguer les processus que mobilisent ceux qui apprennent à lire et à écrire
des processus mobilisés par ceux qui, comme vous et moi, ont un usage courant de la lecture et de l'écriture, que je qualifierais d'experts. Donc je vais opposer dans ma présentation les processus mobilisés par les apprenants et ceux mobilisés par les experts. Bien évidemment, je ferai référence au rôle de la mémoire dans le cadre de ces apprentissages. Il y a un concept qui est très, très utilisé en psychologie cognitive, qui est le concept de ressources attentionnelles. Considérant que chacun d'entre nous dispose d'un ensemble fini de ressources attentionnelles, que nous, les êtres humains, nous sommes capables de faire plusieurs choses en même temps, avec une seule contrainte, c'est que le coût ajouté de chacune de ces activités, le coût attentionnel mobilisé par chacune de ces activités, n'excède pas la quantité d'attention dont on dispose. Si tel est le cas, on est en surcharge cognitive. Alors, on pourrait naïvement penser que ce qui différencie un apprenant d'un expert, c'est simplement la vitesse d'exécution d'une procédure, d'une règle. Voyez-vous, lorsque j'étais en cours élémentaire première année, deuxième année, on a pu me dire, tu vois, la règle, c'est si ce mot-là est un verbe, tu poses la question qui est-ce qui fait l'action, tu trouves son sujet, tu regardes, s'il est au pluriel, tu mets ENT à la fin de ce verbe. Un raisonnement qu'on appelle déductif, d'une certaine manière. Hein. Si telle et telle condition sont remplies, alors exécutez telle action. Et on pourrait penser que lorsque vous écrivez, lorsque vous prenez des notes, et qu'à un moment donné, vous êtes amené à écrire un pluriel à la fin d'un verbe, vous ayez parcouru, je dirais, le même chemin, c'est-à-dire vous ayez dit très vite dans votre tête, ce mot-là, c'est un verbe, qu'est-ce qui fait l'action? Il est au pluriel, alors je mets ça. Eh bien, vous ne découvrirez rien en apprenant que vous ne faites pas comme ça, mais qu'une autre procédure s'est substituée à cette procédure initiale. Vous allez néanmoins produire généralement le NT au bon endroit ou le S au bon endroit. Je vais généraliser mon propos. Si nous n'écrivions que sur la base des règles que l'on est à même d'énoncer, nous n'écririons pas grand-chose. Nous pourrions réciter la règle du pluriel, de l'accord au pluriel, peut-être l'accord du participe passé avec tel ou tel auxiliaire. Mais nous n'irions guère plus loin. Voyez-vous, nous savons orthographier globalement, nous savons écrire, sans même pouvoir expliciter les règles que l'on mobilise pour le faire. On reviendra sur ces aspects-là. Donc simplement, on retient qu'un expert, ce n'est pas simplement quelqu'un qui fait la même chose qu'il faisait lorsqu'il était apprenant, à ceci près qu'il le ferait désormais très très vite. On retient cette idée-là. Non, tout se passe comme si l'expert mobilisait un autre processus d'exécution extrêmement efficace parce que qui mobilise très peu de ressources attentionnelles et qui conduit à des réponses adaptées, à des réponses rapides et généralement celles attendues. Mais qu'il expose parfois, cet expert, à ce que l'on appelle des erreurs d'expert. On aura l'occasion d'en observer quelques-unes. Alors voyez-vous, selon les endroits où je me trouve, des fois je me présente comme un psycholinguiste. Bien évidemment, dès lors que j'ai eu comme intérêt d'étudier l'enfant, son fonctionnement cognitif, la façon dont il acquiert des connaissances, j'ai choisi un domaine qui est celui des connaissances à acquérir dans le domaine de l'écrit. Et je n'ai pas pu faire l'impasse d'essayer de comprendre la façon dont l'outil était structuré. Donc j'ai dû comprendre la façon dont la langue était structurée. Et donc, avant de savoir comment on fait usage d'un outil, j'ai dû essayer d'appréhender la façon dont cet outil était organisé. Ça m'a amené à définir trois concepts, le concept de parole, le concept de langue et le concept de langage. On les situe à des niveaux différents. Si je vous enregistre, j'aurai sur mon fichier son vos propres paroles. Je pourrais vous attaquer parce que vous avez dit ça, ce sont vos propres paroles. La langue, on la situe à un niveau social. La langue va concerner un ensemble de personnes. C'est ce qui va être partagé par un ensemble de personnes. C'est un code. C'est le code qui est commun, qui nous permet de nous comprendre. Le langage, c'est quelque chose qui est plus universel. Si je rencontre un Chinois qui ne parle pas anglais, si on n'a pas de langue en commun, je ne le comprendrai pas autrement qu'en faisant des gestes. Pourtant, l'un et l'autre, nous sommes doués de la faculté du langage, mais
dès notre naissance, nous avons acquis un code qui n'est pas le même. Et donc, nous ne pouvons pas nous comprendre. Donc, la langue, c'est l'objet d'étude du linguiste. Il en a étudié la structure, il a étudié les unités qui composaient cette langue, les unités les plus petites, qu'on appelle des phonèmes, comme vous le savez, et puis d'autres d'un niveau supérieur, qu'on peut appeler des monèmes ou des morphèmes. Et le langage, c'est une faculté, c'est une capacité à faire usage de cet outil qu'est la langue. Et donc, pour comprendre la façon dont les enfants apprennent à lire et à écrire, eh bien, il faut d'abord considérer la façon dont ce code, la langue, est structuré. Alors, il y a 5000 ans, il n'y avait pas de dyslexique. Alors, il y a des gens qui vous disent ça, vous savez, qui vont dire c'est normal, tout fout le camp, le niveau baisse. Puis d'autres qui vont dire ah mais il y a 5000 ans, l'écrit n'existait pas, donc évidemment personne n'était handicapé de ne pas savoir reconnaître, distinguer et déchiffrer, décoder ces signes de l'écrit. Alors j'ai pris un exemple, je ne vais pas résumer les difficultés des élèves à celle-ci, mais si je prends les lettres P, Q, B, D, pour quelqu'un qui aurait une particularité cognitive, qui aurait un cerveau qui aurait du mal à distinguer des éléments dans l'espace, confondrait ces lettres-là, d'accord ? Et aurait du mal à mettre en œuvre le code qui s'appuie sur ces signes-là. Alors on pourrait imaginer que ces 26 lettres, on les oublie, et qu'on prenne un seul symbole, ici j'ai pris une forme d'étoile, et qu'on la décline dans 26 couleurs et nuances différentes. Vous auriez à nouveau un code parfaitement exploitable. Qui serait en difficulté à ce moment-là pour faire usage de ce code ? Les daltoniens, notamment les daltoniens. Donc voyez-vous, j'essaie de faire le lien entre la particularité d'un système cognitif et les contraintes imposées par la structure d'un code. Il n'y a pas d'un côté les gens normaux et les gens handicapés. Ce ne seraient pas les mêmes personnes qui seraient en difficulté si le code avait d'autres caractéristiques. Alors, je ne vous apprendrai rien en vous disant que dans le cas de la langue française, c'est très compliqué, parce que c'est compliqué pour passer du graphème au phonème, c'est-à-dire de la lettre au son, et c'est compliqué aussi à l'inverse pour passer du son à la lettre. Alors, je passe de la lettre au son. La lettre C, on peut m'enseigner que la lettre C, ça se dit que. Alors très bien, j'écris école, que, école. Alors là, je dirais la quai. Ah non, là c'est. Ah là c'est. La lettre C se prononce S. Ok. Ce con. Ah non, là ça se dit gue. La lettre C se dit gue dans ce cas. Ce gon, très bien. Alors vous voyez, il y a une forme d'instabilité dans ce système-là. Et de la même façon, quand j'entends un son et que je dois le transcrire, le son O, il y en a d'autres, S, SE, etc. Le son O, il y a un grand nombre de façons d'orthographier le son O. Si je dis ces projecteurs sont O, je dois écrire H-A-U-T-S. Et je n'entends que O. Comprenez pourquoi j'ai dit qu'il était plus facile d'être enseignant ou parent de l'autre côté des Pyrénées, en Espagne, où le son O s'écrit systématiquement avec la lettre O. C'est en cela que je dis qu'il convient de regarder la façon dont le code est structuré et les contraintes que cela impose à un système cognitif qui doit distinguer des éléments particuliers pour en faire usage. L'homophonie n'est pas une situation typique de notre langue, elle existe dans bien d'autres langues, mais on a quand même une particularité en français, c'est le cas des lettres muettes. Ces lettres qui ne s'entendent pas, notamment celles qui marquent le pluriel. Un petit anglais qui entend cat, il peut écrire le S à la fin de cats parce qu'il l'a entendu. Un petit enfant qui entend le mot chat au pluriel, c'est un autre processus, plus probablement syntaxique, qu'il doit mettre en œuvre pour aboutir à la production de cette marque qui ne s'entend pas. Alors, pour illustrer les différences qui existent entre les apprenants et les experts en termes de processus cognitifs mobilisés, je verrai si j'ai le temps, je vais aborder au moins le cas de la lecture avec vous. Et si j'en ai le temps, je ferai un parallèle avec l'apprentissage de l'orthographe. Et si je n'ai pas le temps de le faire dans ma conférence initiale, à travers ma façon de répondre à vos questions, peut-être aurai-je l'occasion d'aborder le cas de la production écrite. Qu'est-ce que lire ?
Lire, c'est, dit-on, à la fois identifier et comprendre. Si on se donne autant de mal à apprendre à lire à des gens, c'est parce qu'on vise leur autonomie, leur compréhension, à développer l'esprit critique et des tas d'autres choses. On vise la compréhension. Mais la compréhension n'est accessible en lecture, n'est mobilisable en lecture, que lorsque j'ai atteint un certain niveau d'habileté en identification. Identification des lettres, identification des mots. Et pour qui a une perspective de psychologie cognitive et qui voit les choses en termes de ressources attentionnelles partagées, on peut se dire que pendant longtemps, l'apprenant mobilise l'essentiel de son attention au déchiffrage, au décodage, et il ne peut rien en faire. Quand il a fini de déchiffrer sa phrase, si on lui pose une question, il est incapable de répondre à la question qui concernerait ce qu'il a lu. Parce que lorsque toute l'attention est mobilisée sur le décodage, on ne peut pas comprendre. Alors qu'à l'inverse, vous le verrez, nous les experts, les lecteurs habiles, les lecteurs qui lisent régulièrement, la partie identification ne nous coûte rien et nous pouvons donc accéder à la compréhension. L'identification des mots écrits est une procédure dite spécifique, c'est nouveau dans l'apprentissage pour l'enfant, alors que la compréhension, il s'y est déjà exercé dans le cadre de l'apprentissage de la langue orale. La véritable nouveauté, c'est l'identification des lettres et des mots. Alors, depuis longtemps, on a mis en évidence au moins 2 procédures d'identification des lettres et des mots, qu'on appelle 2 voies de lecture. Ces travaux doivent beaucoup à des recherches conduites en neuropsychologie, où on a étudié la situation de patients cérébro-lésés, des gens qui avaient eu une blessure, notamment dans l'hémisphère gauche, l'encéphale, des gens qui ont des AVC, qui ont eu des tumeurs cérébrales, etc. On a pu observer ce qui était préservé chez eux, parmi leurs fonctions cognitives, et on a observé des choses assez étranges. On a parfois trouvé des patients qui, après une lésion cérébrale dans l'hémisphère gauche, étaient capables de lire des mots tels que « limonu », mais étaient incapables de lire des mots tels que « femme ». Ils disaient par exemple ici « femme » et ne voyaient pas de quoi on parlait. Et on a trouvé une double dissociation, c'est-à-dire un patient qui plus tard a présenté un déficit complémentaire. Un patient, lui, qui pouvait lire « femme » sans difficulté, mais qui était incapable de lire limonu. De cela, on a conclu qu'il y avait, chez un être non cérébro-lésé, 2 façons de lire un mot. Une procédure qu'on a qualifiée de reconnaissance, d'adressage. C'est ce qui me permet de lire femme, de reconnaître qu'il s'agit de femme. Et une procédure dite d'assemblage, celle que l'on enseigne aux jeunes enfants, consistant à associer des phonèmes à des graphèmes ou des graphèmes à des phonèmes. Donc voici les 2 voies de lecture, classiquement, je pense que vous les connaissez, la voie d'assemblage et la voie d'adressage. Donc la voie d'assemblage, elle a aussi d'autres noms dans la littérature, voie phonologique, voie indirecte, voie sublexicale. On considère que la mobilisation de cette voie, c'est quelque chose de coûteux attentionnellement. Il faut recomposer. Décodage. L'autre voie, la voie d'adressage, c'est la voie que nous mobilisons, nous, au quotidien. Lorsque nous lisons, nous reconnaissons les mots, nous ne les décodons plus un à un. On l'appelle aussi la voie orthographique. Tout se passe comme si nous récupérions l'enveloppe orthographique du mot. On l'appelle aussi voie directe ou voie lexicale. Vous avez ici un exemple où vous avez le mot chapeau sous les yeux. Soit je le recompose et je le lis par association de chacun de ces phonèmes, chapeau, soit je l'ai reconnu comme étant chapeau et je dis chapeau. C'est ce qu'on appelle le modèle à double voix. Alors je vais évoquer un modèle qui vous paraîtra ancien, je n'en doute pas, mais je l'assume, 1985, c'est le modèle de Friis. Je vais l'évoquer parce qu'il me permet de faire la transition vers une autre partie de mon exposé. Il permettra de vous parler du concept d'apprentissage implicite. Alors le modèle de Friis, il a ceci d'intéressant, c'est qu'il considère que on devient habile en lecture, écriture, lecture, orthographe, en passant par 3 stades. Psycho du développement, c'est le grand classique de parler de stades ou d'étapes, si vous voulez, au cours d'un apprentissage.
le stade logographique, le stade alphabétique, puis le stade orthographique. Le stade logographique, c'est le stade auquel se trouve un jeune enfant qui entre à l'école maternelle, par exemple petite section de maternelle, et qui très vite est capable de reconnaître son prénom sous son porte-manteau ou à différents endroits sur une étiquette. Sous réserve que la police d'écriture reste la même. Tout se passe comme s'il avait la capacité à avoir photographié cette présentation de son prénom. On ne dira pas qu'il sait lire. On pourrait s'y tromper, parce que c'est un enfant qui va, une canette posée sur la table, il va dire « Coca-Cola ». Je pourrais naïvement considérer qu'il a su lire Coca-Cola. Mais si je lui avais présenté de cette façon-là, il n'aurait pas dit Coca-Cola. D'accord ? Donc c'est donc une autre modalité d'appréhension du stimulus qui lui a permis de dire ici Coca-Cola. Le deuxième stade, selon Fries, est qualifié de stade alphabétique. C'est ce stade dans lequel on engage l'enfant lorsqu'on lui apprend à lire. Avec une méthode, on lui apprend le lien qui existe entre telle lettre et tel son et telle lettre, ou tel graphème et tel phonème. Donc c'est une phase où la lecture est possible, mais elle est cognitivement coûteuse. Elle mobilise beaucoup d'attention de la part de l'enfant. C'est un moment où l'enfant peut lire des mots tels que limonu, parce que par association, graphème, phonème, je peux le faire. Mais où il est en difficulté à lire des mots tels que femme, vous l'avez compris. Le stade ultime, c'est le stade orthographique. Peut-être avez-vous déjà repéré le lien qu'on peut faire entre les deux voix phonologique et voix d'adressage. Le stade orthographique rend compte d'une lecture experte, d'une lecture rapide, et ici, le mot est reconnu à travers sa forme globale. Nous, les experts, nous allons extrêmement vite à reconnaître des mots, même s'ils ne présentent pas toutes les caractéristiques. On parvient très très vite à les reconnaître. Voyez-vous, quand je vous ai parlé du petit enfant qui, en petite section de maternelle, ne pouvait plus reconnaître son prénom dès lors qu'il était présenté dans une autre police, le prof de fac, qui a donné un sujet d'examen à un amphi de 200 personnes, qui doit corriger 200 copies sur le développement de l'enfant, va voir écrit le mot « enfant » de manière différente, avec la même orthographe généralement, mais avec des polices d'écriture différentes, au sens où chacun manuscrit à sa façon, et pourtant je lirai à chaque fois le mot « enfant ». Donc je n'ai pas en tête l'image de chaque façon dont le mot « enfant » pourrait être écrit, mais j'ai un certain nombre de signes qui, lorsqu'un certain nombre de ces signes sont présents, me permettent de reconnaître ce mot. Le modèle présenté ici de Fries me permet de faire une transition. L'apprentissage de l'écrit, on pourrait penser qu'il tient à l'enseignement qu'on a reçu sur l'écrit, à nos cours de grammaire, d'orthographe, à toutes ces dictées sur lesquelles on a marné. Et on a pu mettre en évidence que l'apprentissage de l'écrit, comme l'essentiel de ce qu'on apprend au quotidien, échappe à notre conscience d'avoir appris ou à notre conscience d'apprendre. C'est ce qu'on appelle les apprentissages implicites. Donc voyez-vous, pour ne pas démoraliser les enseignants, bien évidemment que l'apprentissage explicite est essentiel s'il est bien conduit, mais il est complété, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, par une autre modalité d'apprentissage. Notre cerveau apprend à notre insu. Notre cerveau est très sensible aux régularités de notre environnement. Il tente à dégager des invariants et les construire en tant que catégories. Et au quotidien, tout ce que l'on fait au quotidien, toutes les activités que l'on conduit, tous les problèmes que l'on résout au quotidien, s'appuient en grande partie sur des connaissances que nous avons acquises de manière implicite sur la structure de notre environnement. C'est la raison pour laquelle nous sommes aussi sensibles aux effets de fréquence. Et les gens qui travaillent sur le langage savent que la variable fréquence est une variable essentielle dans ces apprentissages. Voilà, donc les jeunes enfants sont au contact de l'écrit bien avant d'être sur les bancs de l'école primaire où on leur enseignerait la lecture. L'écrit est quotidien, l'écrit est sur la table du petit déjeuner avec leur boîte de Kellogg, l'écrit est sur les murs, l'écrit est partout. Donc quand on accueille des enfants en CP, on n'a pas 25 petits disques durs vierges,
en venant avec une petite clé USB, on aurait bien travaillé le week-end où on implanterait une connaissance spécifique qui serait la même sur chacun de ces 25 petits disques durs vierges. Non, ces petits disques durs ont déjà beaucoup de choses installées dessus, notamment dans le domaine de l'écrit. On pourra revenir sur ce point. Alors, il y a un auteur dont on pourrait retenir le nom, qui s'appelle Reber, et qui a été le premier à nous parler de ce concept d'apprentissage implicite, notamment à travers un paradigme assez intéressant, paradigme des grammaires artificielles. Si ça vous intéresse, j'en dirai quelques mots. Mais le résultat de ces travaux, c'est de mettre en évidence que notre système cognitif est très très sensible aux régularités de la langue et qu'il acquiert, sans qu'on s'en rende compte, des connaissances sur la structure de la langue. Alors il y a des chercheurs qui ont mis en évidence ces choses-là. Je vais vous donner juste un exemple dans le champ de l'orthographe. Sébastien Pacton, un collègue, il est allé dans une école primaire et il a demandé les autorisations nécessaires, mais il a dicté à des enfants d'école primaire, différents niveaux, des non-mots, c'est-à-dire des mots qui n'existent pas, comme limonu, tibuga, ranudo, etc., etc. Mais il a fait en sorte que certains de ces non-mots se terminent par le son O. Tilubo, carigo, gidalo, etc. Et d'autres commencent par le son O. Olubi, orita, ozidu. Vous avez compris que la façon dont les enfants allaient orthographier le son O intéressait ce chercheur, probablement. Et pour ne pas que les enfants s'en aperçoivent, il mélange ces non-mots qui commencent par O, qui se terminent par O, avec un grand nombre d'autres non-mots qui ne présentent pas le phonème O. Tigula, rinudu, etc., etc. Quand on présente tous ces mots-là à des enfants, leur demandant de les écrire, ils ne peuvent pas imaginer un instant qu'on s'intéresse au phonème O. Et ce dont s'aperçoit Sébastien Pacton, c'est que les enfants qui écrivent ces mots qu'ils n'ont jamais entendus n'écriront pas de la même façon le son O selon qu'il est au début ou à la fin du non-mot. Comment est-ce qu'ils vont l'écrire au début? Bon, vous l'avez sous les yeux. Plutôt avec la lettre O. Et s'il est à la fin du non-mot, ils auront tendance à l'écrire différemment. AU, EAU, OT, etc. En tout cas, on fait une comparaison statistique. Le son O ne s'écrit pas avec la même probabilité dans les deux cas, au début ou à la fin. Donc il a demandé aux enseignants, mais est-ce que vous n'avez pas enseigné à vos enfants que statistiquement, la probabilité que les enseignants disent oh là là, on a déjà du mal avec les règles, on n'enseigne pas les statistiques, et puis ensuite, c'est qu'un principe général. Donc il a pu montrer que les enfants savaient s'appuyer sur des connaissances acquises à leur insu. La façon dont on écrit O en début ou en fin de mot. Treman a sondé un peu quelles étaient les connaissances initiales des jeunes enfants sur la langue écrite, avant même qu'on ne leur enseigne à lire ou à écrire. Donc elle est allée dans ce qui serait l'équivalent des écoles maternelles. Et elle présente à des enfants 2 mots, des anglais, et leur dit, je vais te montrer 2 mots, je sais que tu ne sais pas lire, hein, mais enfin bon, je vais te montrer 2 mots, tu vas me montrer avec ton doigt lequel des 2 ressemble le plus à un mot, d'après toi. Et elle fait en sorte, Treman, que certains de ces mots présentent des caractéristiques des mots de la langue, et que d'autres présentent des associations de lettres qui n'existent pas dans la langue. Et elle s'aperçoit que les enfants, de manière assez efficace, statistiquement en tout cas, tentent à indiquer le mot qui respecte la structure de la langue. Ça a été répliqué par un collègue, toujours Sébastien Pacton, avec des petits Français, moyenne section de maternelle, grande section de maternelle, moyenne section souvent, et il leur dit, lequel de ces 2 mots est un... Enfin voilà, montre-moi ce qui ressemble le plus à un mot. Et ici encore, vous voyez, ce serait plutôt celui-ci que les enfants désigneront que celui-ci. Donc tout ceci a quand même tente à montrer que les petits disques durs ne sont pas vierges lorsqu'on tente à leur enseigner ce qu'est la lecture et l'écriture, mais qu'ils ont déjà repéré un certain nombre de régularités, sans en avoir conscience, du système. Alors en résumé sur la lecture, très brièvement, je vous dirais que lire, c'est identifier et comprendre, on l'a dit au début, qu'il existe, nous avons, nous, les experts, à notre disposition, 2 modalités de traitement d'un mot pour le lire. Généralement, on procède par adressage, on le reconnaît, c'est extrêmement rapide. Mais on peut aussi, s'il s'agit d'un nouveau nom, un nom propre, le nom d'une ville. Voyez-vous, moi, quand je lis sur les panneaux ici, si je veux l'oraliser, je vais passer par une voie dite d'assemblage, en faisant toutes les erreurs de la méconnaissance des fameux phonèmes. L'expert lit presque exclusivement par adressage.
L'apprenant commence à apprendre à lire par assemblage, ce qui lui prend beaucoup d'attention, qui nécessite beaucoup d'attention, et qui fait de lui un faible compreneur à ses débuts. Et puis, à cette procédure coûteuse va se substituer une procédure d'adressage. Alors, qui pourrait me lire ce qui est écrit au tableau? Qui s'essaye à ça? Allez, mademoiselle en jaune. Voilà. Très bien. Un enfant de CE1, qu'aurait-il lu selon vous? Voilà, hein, comme ça on perçoit bien les deux voix. Alors là c'est très dégradé, mais néanmoins, vous pourriez lire le texte quand même, parce qu'il y a un nombre suffisant d'éléments qui vous font reconnaître le nom par la procédure d'adressage. OK. Ça voisine, je me permets, je sais que c'est des profs. Mais... Pourriez me lire la phrase qui est au tableau, s'il vous plaît? Pourriez me la lire, mademoiselle, s'il vous plaît, la phrase qui est au tableau? Pourriez me la lire, s'il vous plaît? Oui? Très bien. Pourriez me la lire, s'il vous plaît? Monsieur, s'il vous plaît? Et pourtant, ce n'est pas ce qui est écrit. J'ai fait ça avec 40 personnes, on n'a pas le temps aujourd'hui. D'accord? Donc, si vous voulez, le petit CE2, il aurait ramé, il aurait dit « Tous les matins, il se promène dans la forêt. » Okay? Pas vous. La lecture experte, elle va au sens. Elle va au sens. Et donc, tous les mots n'ont pas le même intérêt quand on va au sens. Vous savez qu'il y a des mots outils, des mots grammaticaux. Hein. Donc le là, il n'a pas une dimension fondamentale dans la compréhension de quelque chose. Par contre, il y a des mots qui portent le sens, des éléments qui portent le sens, tels que les noms, le radical du verbe et d'autres choses comme ça. Alors vous avez été aveugle au là. Maintenant, je vais vous demander de me dire à voix haute, je vais choisir une lettre, je vais vous présenter quelques mots, choisir une lettre et vous allez me dire, le plus vite possible, combien de fois cette lettre est présente dans les mots que je vous ai montrés au tableau. Ça va? Et comme vous allez parler toutes et tous en même temps, ce n'est pas gênant. Donc vous allez me dire combien de fois vous voyez ici la lettre F. F. Dites-moi, F. Combien de fois? 2, 3, 4, 5, 4. Quatre. 6. En fait, il y en a 11. Non, c'était pour voir votre réaction. Là, j'essaie de charrer un petit peu. En fait, il y en a 6, mais il y en a 3 qu'on ne voit pas spontanément. Ce sont celles qui sont précisément sur les petits mots où notre œil ne va généralement pas chercher l'information. Ce sont les mots outils. Hein, les off, moi j'aurais pu le mettre en français, mais j'ai repiqué une diapo. Voilà. OK? Donc, un expert, un lecteur expert, ce n'est pas quelqu'un qui scanne chaque mot, chaque lettre de chaque mot et qui irait très très vite pour le faire. Il a d'autres modalités d'appréhension des stimuli. Alors j'en reviens à ma conception très cognitiviste des ressources attentionnelles. Voyez-vous, c'est le camembert, l'attention dont on dispose. Alors chez un lecteur qui apprend, l'essentiel de son attention est mobilisé au décodage, sur le décodage, sur l'identification. Et donc, il a très peu de camembert pour comprendre ce qu'il est en train de décoder. Si c'est un enfant qui a des difficultés spécifiques à apprendre à lire, bien, vous voyez, sa part de camembert, elle est encore plus petite parce qu'il y met une énergie redoutable. Je vais d'ailleurs vous mettre tout à l'heure dans cette situation pour que vous touchiez du doigt un petit peu ce que c'est que avoir des difficultés de décodage. Et voyez-vous, à l'inverse, là on est chez le lecteur apprenant, chez le lecteur expert, identifier ces pieces of cake. Un truc un petit peu, parce que j'ai promis de faire des sketchs un peu, je suis un peu limite en sketch en ce moment. Quand même. Parce qu'en fait, elle m'a fait venir surtout parce qu'elle m'a vu dans une conférence où j'avais fait des sketchs. Donc, pas pour autre chose. Très bien. Et donc, chez le lecteur expert, eh bien,
on tire un profit de ce que l'on a décodé avec une grande facilité, et généralement, on comprend ce qu'on lit. Alors j'en reviens à mon apprenant ou à mon sujet qui a des difficultés importantes en lecture. Pour vous faire toucher du doigt le lien qui existe entre décodage et compréhension, je vais vous proposer de lire au tableau derrière moi un énoncé de mathématiques niveau CE2. Ah, c'est très gentil, merci beaucoup. Ah, c'est très gentil. Je pourrais boire à la grande bouteille, je ne vais pas tourner. Merci beaucoup. Très bien. Donc, je vais vous mettre un texte au tableau. Alors, vous aurez la chance que n'ont pas les autres enfants, c'est d'être tous dyslexiques face à ce texte. Forme de dyslexie. Alors que l'enfant qui est dyslexique, dans sa classe, il est parfois le seul. Ce qui a d'autres conséquences psychologiques, l'estime de soi, sur beaucoup de choses. Très bien. Donc, je vous demande de jouer le jeu. Je vais vous laisser 2-3 minutes à essayer de lire cet énoncé de mathématiques. Et quand quelqu'un, parce qu'il y a des degrés dans la dyslexie, vous verrez que certains d'entre vous parviennent à lire avant d'autres. Quand certains auront trouvé la réponse à ce petit énoncé mathématique, eh bien vous montrerez sur vos doigts le nombre qui vous est demandé. Par exemple, vous me ferez ceci. Discrètement. Et moi, je vous ferai. Où? OK? Et puis on verra. Donc, ce que je vous demanderai, c'est de ne pas parler entre vous. C'est-à-dire, vous essayez à titre individuel de décoder, d'identifier. Vous allez identifier dans un système qui n'est pas usuel pour vous, sur lequel vous n'avez aucun automatisme, aucune prise d'expert. Vous allez passer sur un décodage difficile et ainsi faire l'expérience de ces enfants qui ont du mal à décoder. Le texte est tout en bas. Donc on essaie de ne pas parler, on essaie de lire. Vous pouvez vous approcher. Hein. C'est niveau CM2 l'énoncé de maths quand même. CE2 je veux dire. Addition, soustraction quand même. J'en conclurai pas que le niveau est bas dans cette université, non, en mathématiques, non, rassurez-vous. Très bien, donc je vais mettre fin à votre calvaire. Alors déjà, si vous aviez vu vos visages, vous auriez une petite idée de ce que c'était l'attention. D'abord, vous avancez, vous êtes vraiment... C'est là que je vois ceux qui suivent ma conf de pas, ceux qui ne suivent pas, parce que ça n'avance pas. La majorité s'avance, je vous rassure. Je me rassure. Très bien. Donc,
certains ont trouvé le résultat. Avec du temps, vous auriez quasiment tous et toutes trouvé le résultat. Question de motivation, je veux dire. Vous ne sortirez de cette pièce que lorsque vous aurez trouvé, vous auriez mis l'énergie nécessaire. En revanche, si ma diapo suivante était un texte complet dans cette écriture, vous auriez fait quelle que soit la consigne que j'ai pu donner. Donc, imaginez un peu la situation d'un enfant qui est en difficulté d'apprentissage de l'écrit. C'est au quotidien que dans la classe, on lui pose ce type de document. Quelle que soit l'énergie qu'il va déployer, ne lui permettra pas de répondre à la question. Parce que ça, voyez-vous, vous êtes une classe entière de dyslexiques ici. Mais en temps normal, quand on donne ça, 5 secondes, 10 secondes après, il y a beaucoup d'enfants qui disent « Moi, madame, 9, c'est 9, madame, il y en a 9. » Et vous êtes toujours à Julie collectionne. Vous êtes là, à peu près, quand les autres ont déjà répondu. Donc, j'ai voulu ici vous montrer que quand le décodage est coûteux attentionnellement, vous ne pouvez rien faire cognitivement de ce que vous faites habituellement, c'est-à-dire stocker des résultats temporaires. Combien il a déjà de dinosaures? Tiens, elle en a acheté tant, ça lui en fait tant maintenant. La mémoire de travail montre comment on peut, en même temps que l'on lit, agencer les informations qu'on a lues, voire les additionner si on sait qu'on a affaire à un petit problème mathématique, voire soustraire. Voyez-vous, si je lis sans difficulté, je vais être capable de répondre à la question à l'instant même où j'ai fini de lire. Julie collectionne les dinosaures. Hier, elle en a acheté 6. Je sais qu'on fait des maths. Bon, 6. Ce matin, 8. Je me dis quand même demander, donc elle en a 14. Tout à l'heure, elle en a perdu 5. Combien en a-t-elle maintenant? 9. Vous voyez à quelle vitesse on peut aller quand on n'a pas de difficulté à décoder. C'est pour faire toucher du doigt, une fois au moins dans votre vie, ce qu'est la difficulté de décoder. Ce que c'est que la problématique du coût cognitif et de l'attention partagée. Et on peut ainsi regarder le développement d'habileté ou l'enseignement, interroger l'enseignement. Quand on demande à un enfant de produire un texte par écrit, regardez un petit peu la somme d'habiletés qu'il doit mobiliser au même moment, conjointement. Conceptualisation, recherche des idées, voilà. Et en même temps, passer des idées aux mots, orthographier, transcrire graphiquement. Autant d'activités dont le coût peut se sommer si, effectivement, et l'amener en surcharge cognitive ou à de piètres performances si, effectivement, les activités plus élémentaires ne sont pas suffisamment automatisées. Alors, en résumé, c'est pour laisser le temps à l'échange, on pourrait retenir qu'apprenants et experts ne mobilisent pas les mêmes processus dans le domaine de l'écrit, que les apprenants mobilisent une procédure généralement consciente, qu'on appelle contrôlée, qui nécessite beaucoup d'attention. Donc, dès que l'enfant n'est pas en situation de mettre toute son attention sur la dimension considérée, il peut arriver à une forme d'échec ou à une situation de surcharge cognitive. Les experts mobilisent une procédure très automatisée, c'est-à-dire qui ne leur coûte rien d'un point de vue cognitif, ce qui les rend extrêmement rapides et efficaces, mais qui les expose, on pourra en parler tout à l'heure, à ce qu'on appelle des erreurs d'experts. On peut retenir aussi que les acquisitions se font sous l'effet conjoint d'un apprentissage explicite, mais aussi d'un apprentissage implicite, qui s'opère à notre insu. Et on pourrait retenir aussi que les particularités de certains cerveaux, si on reste très très général, rendent difficile, voire impossible, certains apprentissages. Je conclus de manière assez générale pour vous permettre de poser des questions. J'ai mis ici quelques noms d'auteurs qui sont des grands noms dans le domaine de la lecture, de l'acquisition de l'orthographe et dans le domaine des troubles. Ce sont des chercheurs qui ont rédigé un certain nombre d'ouvrages dans ces domaines. Voilà, je vous remercie pour votre attention.